Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de recevoir Élise Bernard pour ce nouvel épisode. Salut Élise et bienvenue sur Veto Micro. Salut Colline, merci beaucoup pour l'accueil et puis bonjour à toutes et tous. Et bien avec grand plaisir. Alors je t'ai appelée Élise Bernard, mais en réalité quand je parle de toi, je dis presque toujours Élise Catchette, puisque c'est le nom de ta chaîne Instagram. Aujourd'hui, la majorité de tes revenus reposent sur la création du contenu éducatif à destination des propriétaires de chats que tu crées et que tu diffuses sur cette chaîne. Tu as donc des sponsors qui te rémunèrent pour ce que tu fais. Tu es également l'heureuse détentrice de 4 chats, dont le dernier adopté récemment, puisque le petit nouveau date de cet été, donc de 1 ou 2 mois. Et comme ça ne suffit pas pour combler ton amour des félins, tu accueilles bénévolement des chatons pour des associations nantaises assez régulièrement. Dans cette interview, on va donc notamment parler médecine féline, anesthésie et analgésie, reconversion, entrepreneuriat, néonatologie, réseaux sociaux et puzzle rapide. Du coup, j'ai quand même bien envie de commencer cette interview en faisant un mix entre une question vétérinaire et les chats, en te demandant d'où t'es venu en fait cet amour de la médecine féline que tu as pratiqué avant ta reconversion. En fait, c'est venu toute petite. C'est vrai que bon, comme la plupart, quoique je ne sais pas, j'ai toujours eu un chat à la maison, mais il y avait aussi des chiens et plein d'autres animaux. Mais je sais pas, j'ai toujours eu ce feeling particulier avec les chats. C'est assez inexplicable, mais je pense que c'est vraiment mon animal totem. Ok, trop bien. Tu savais en arrivant à l'école que ce serait, que la médecine féline ferait partie de tes objectifs, ou t'as découvert que tu pouvais faire de la médecine exclusivement féline? Enfin, comment ça s'est passé en fait pour toi? En fait, je savais pas du tout que ça existait, les cliniques félines, avant d'entrer à l'école et même en entrant. À l'arrivée à l'école, c'est vrai que j'avais l'ambition de faire de la faune sauvage. Je crois qu'on a tous un peu pensé. Et le premier jour d'école, on nous dit directement que c'est compliqué, qu'il y a peu de personnes qui font ça, etc. Et qu'il y avait plein d'autres choses à découvrir. Et c'est vrai. La féline, c'est arrivé plutôt en 2e ou 3e année, où là, je me suis rendu compte avec une de mes meilleures amies de l'école que on aimait déjà toutes les deux beaucoup les chats. Et on s'est renseigné là-dessus et c'était le tout début, les prémices des cliniques félines. Il commençait à y avoir des articles de presse là-dessus et tout ça. Et j'ai vraiment fait un stage assez long en clinique féline en 5e année parce que c'est là où on était un peu plus libre de nos stages. Mais je pense que je l'ai découvert entre la 2e et la 3e année, que je pouvais faire que du chat. Donc c'était à peu près en 2016-2017 que tu as commencé à vraiment aller voir de très près ce que c'était une clinique qui faisait que du chat et ce que c'était que la médecine féline au quotidien. Qu'est-ce que tu retiens de ce stage long en clinique féline que tu as pu faire du coup en 5e année? Alors déjà, ça m'a permis de voir la différence avec les autres stages que j'avais faits, parce que nos stages à Toulouse, ils étaient axés souvent sur la rurale, donc sur des cliniques mixtes. Et c'est totalement différent de prendre en charge que des chats dans une clinique
ou de prendre en charge des chats, des chiens, et parfois là où j'avais fait des stages, ils prenaient même des veaux ou des petits ruminants sur place en hospitalisation, donc c'était vraiment totalement différent. Et ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui choque au départ quand on rentre dans une clinique féline, c'est que c'est vraiment hyper cosy. Voilà, on peut mettre des meubles un peu sympas, une belle déco, un sol un peu plus, on va dire, un peu moins facile à nettoyer forcément. Enfin, c'est pas du carrelage, quoi. C'est plus cocooning, je sais pas comment dire. C'est quand même facile à nettoyer. Mais ce que je veux dire, c'est que on a une certaine ambiance qui, je pense, aide aussi les gens qui amènent leur chat à se détendre un peu, quoi. Trop bien. T'as dit, il me semble, que t'as vécu toujours avec des chats, mais pas que. Tu peux me parler un petit peu de ton environnement, l'environnement animalier qu'il y avait autour de toi quand t'as grandi? Oui, en fait, c'est vrai que j'ai grandi à la campagne, en Vendée, et c'est vrai que j'ai hâte d'y retourner d'ailleurs. Et oui, c'est assez familial, c'est-à-dire que mon père, avant ma naissance, il a été éleveur de bovins. Après, il s'est reconverti, mais resté dans le domaine de l'agriculture. Et du coup, il a toujours eu des animaux à la maison. On avait quelques moutons, des poules, des canards, bien sûr un chat, un chien. Et voilà, il nous a un peu transmis aussi sa passion pour les animaux. Même ses parents, à lui, avaient des animaux. Donc, enfin, vraiment, ça faisait complètement partie du quotidien, quoi. OK. Et en tant que fille d'un ancien éleveur, qu'est-ce qui fait que tu as plutôt eu envie de devenir vétérinaire plutôt que de te diriger vers un autre métier en lien avec les animaux comme l'élevage, ou alors vers une branche qui aurait eu rien à voir du tout? Comment en fait t'en es arrivée à devenir véto? C'était vraiment mon choix, c'est-à-dire que, enfin, j'ai certainement été influencée par tous les animaux qu'on a eus, mais pas forcément de l'élevage ou des choses comme ça. Ma maman, elle était infirmière, donc tu vois, ça faisait médical animaux. En fait, si, c'est peut-être c'est peut-être lié à eux. Mais non, j'ai quand même fait tout mon cheminement à moi, parce que tu vois, à un moment, je voulais être styliste. Bon, ça s'est pas fait. Tu voulais être styliste pour habiller les gens, ou ça peut être du stylisme Ah, d'intérieur, ou c'était des tenues. Je dessinais Ouais. des habits. Ah génial, j'adore. T'avais quel âge quand tu faisais ça? Oh, je sais pas, une petite dizaine d'années, peut-être. OK. Mmh. T'as encore des pépites que tu pourrais partager sur les réseaux de tes dessins d'enfance de Bah, styliste? figure-toi que cet été, on a commencé à faire un gros tri chez mes parents parce qu'ils ont gardé absolument tout de nos vêtements à notre scolarité. Donc on a vraiment fait un gros tri là-dedans. Et là, j'ai Mmh. trié de tous mes cours, tous mes dessins de maternelle, jusqu'à l'école véto. Donc pour te dire, c'était un gigantesque tri. J'en ai gardé qu'un carton et je suis pas encore retombée sur ces pépites-là parce que je pense que c'est dans un autre carton qui n'est pas lié à Mmh. l'école, mais ça viendra. Génial. Je me dis que peut-être un jour je les verrai, et j'adore regarder les dessins des enfants Ouais, qu'on a été, ou des enfants actuels, quand ça commence à devenir un peu au-delà du stade gribouillage, oui. parce qu'il y a du style. Il y a vraiment des enfants qui ont du style, qui ont une patte, et que je trouve super épatante. Comment à 10 ans, 11 ans, on peut déjà vraiment avoir un style. Et ouais, si un jour tu as envie, je serais ravie de voir ces dessins si tu reviens la main dessus dans quelques temps. Si je reviens à Veto, tout ça, donc tu es arrivée en étant déjà passionnée par les chats. Tu as découvert au cours de l'école que tu pourrais en fait en faire ton métier, de ne t'occuper que Ouais. des chats. Et à un moment, et je veux bien que tu nous expliques comment t'en es arrivée. Tu as fait un petit détour par un diplôme d'anesthésie et d'analgésie. Alors j'ai pas retenu le nom exact et je l'ai pas écrit dans ma question, donc je veux bien que tu nous le redises, mais t'as fait un petit détour comme ça, une petite parenthèse. Je veux bien que ouais, tu nous dises d'où est venu ce choix. Oui, donc c'est un diplôme d'école.
C'était pas mal développé à Toulouse. En fait, c'est une sorte d'internat spécialisé qui te permet de, une fois ton diplôme de docteur obtenu, de faire 1 an de plus que dans le service que tu souhaites. Et donc, moi, pourquoi l'anesthésie? Ben, il s'avère que j'ai rencontré, en fait, c'est le hasard et les rencontres de la vie. C'est vrai que j'ai rencontré la clinicienne d'anesthésie au handball, voilà, pour que tu saches tout. Je faisais du handball en universitaire, elle était dans mon équipe et on avait beaucoup accroché. Ce qui fait que j'en suis venue à faire ma thèse en anesthésie sur les chats. D'accord. Donc une thèse expé sur le chat au réveil, c'était excellent. Et donc, du coup, comme c'était expérimental, j'ai vraiment passé 6 mois de mon semestre de thèse avec le service d'anesthésie, quoi, en salle de prep. Et, et je pense que ce qui m'a amené à la fois à aimer l'anesthésie et à continuer là-dedans, c'est que c'est d'une part l'équipe qui était exceptionnelle et d'autre part le fait de réussir à m'améliorer dans un domaine en particulier. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais je trouve que plus t'en découvres, plus tu te sens meilleur dans quelque chose, et parfois plus t'as envie de creuser, quoi. Tu te dis que ah ouais, ça me plaît, je m'y sens bien, bah vas-y, on peut continuer, ça peut peut-être nous ouvrir autre chose. Et c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup apprécié cette année supplémentaire. Je me suis rendu compte que j'adorais les gestes techniques surtout, et j'aimais un peu moins la médecine, le diagnostic, tout ça. Donc moi, ça m'allait bien de m'occuper que de mes animaux, de leur endormissement à leur réveil. Ouais. Tu vois, d'être dans l'action, de réagir au quart de tour et ne pas avoir à faire un suivi très long terme de l'animal. J'avoue que c'était appréciable pour moi. OK. Trop bien. C'est hyper intéressant que tu aies identifié que ce type-là de pratique de la médecine, ça te convenait bien. Qu'est-ce qui fait que, du coup, tu es quand même reparti vers, de la médecine, enfin une pratique généraliste, même si c'était une pratique généraliste exclusivement féline que tu as pratiquée? Au final, c'est quand même ça que tu as fait. Comment t'en es arrivée à faire ce choix-là? Déjà, je savais que quand j'arrêterai l'anesthésie, je ferais que du chat, ça c'était sûr. Je savais juste pas quand j'allais y venir, et en fait, il s'avère que c'est un peu le hasard des non-opportunités et des opportunités. C'est-à-dire que dans mon service d'anest, il y avait qu'un seul poste qui allait ouvrir pour un clinicien l'année suivante. On était 2 à postuler pour ce poste de clinicien, et en fait l'autre personne était interne et voulait préparer une résidence et passer son board d'anesthésie, donc se spécialiser, et moi c'était pas mon cas, donc ils ont préféré choisir ce profil. Donc forcément j'ai été déçue, et donc l'autre opportunité, c'est qu'en même temps cet été-là, il y a eu une place pour candidater dans une clinique féline sur Nantes. Donc j'en ai profité et j'ai été prise. OK. Comment tu as vécu, ce changement de région? Parce que tu t'es j'imagine, je suis pas assez bonne en géographie, mais il y a une part de moi qui se dit qu'à Nantes, tu es plus proche de la Vendée qu'à Toulouse. Oui. C'est un changement radical, et c'est quand même pas revenir vraiment, dans tes racines, et tu disais tout à l'heure que c'était important pour toi. Comment tu as vécu, de passer de Toulouse à Nantes, sans pour autant, vraiment être, de retour en Vendée? Ah, c'est une bonne question. En fait, il s'avère que j'ai fait ma prépa à Marseille. J'ai pas mal vadrouillé. Ensuite, j'ai fait l'école à Toulouse, et en fait, à la fin donc de ces 8 ans, parce que j'ai fait 2 plus 6, j'avais très hâte quand même de rentrer. Mais le truc, c'est que les cliniques félines, il y en avait que dans les grandes villes. Et aussi, j'avais mon conjoint qui était pris à Nantes. Donc, ça tombait bien comme ça.
Donc voilà pourquoi je suis sur Nantes. Et on reste à OK. 1 heure de route de la Vendée, de ma famille, alors que Toulouse, c'était 5h30, 6 heures, quoi. Ah, ça, j'étais pas complètement à côté de mes pompes. Pas Oui, mal. Ouf! OK, donc tu vraiment rapprochée, même si t'as pas encore le retour à la ruralité. exactement. Qu'est-ce qui t'attire tant dans la vie, en ruralité? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'y retourner, que ça te manque? Oui, je pense que ça me manque parce que c'est toute mon enfance, en fait, d'être en maison avec un grand jardin, pouvoir avoir des animaux, encore plus. Encore plus. Ouais, il y a un peu de ça. Parce que, par exemple, mon conjoint qui n'a toujours vécu qu'en appartement, lui, ça lui fait rien, hein. Il rêve pas forcément d'une maison ou d'un grand jardin. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup, le fait que notre propre enfance, notre propre expérience et ouais, j'ai hâte d'avoir plus grand, d'avoir une maison au moins et d'être au calme. Enfin moi là, quand OK. je sors de chez moi et que c'est la ville, par exemple, ça me donne pas envie de me balader en fait. Oui, c'est sûr que c'est moins sympa que d'être dans les champs ou dans la forêt, C'est ça. Dans un monde idéal, tu as la maison de la taille que tu veux et cetera. Tu as combien d'animaux et lesquels? Déjà 4 chats là, on est pas mal, niveau chat. Je me laisse une marge au cas où, j'ai des petits bébés, pour qui je craque. Mais non, en fait, je pense qu'on sera plus, sur des sauvetages, donc je me laisse aussi la surprise. Mais OK, c'est vrai qu'on aura peut-être, des oiseaux, enfin des perroquets, des choses comme ça. OK. Hem, Peut-être pas des chiens, j'avoue que je suis pas la team chien, moi. Tu Mmh. vois, je me dis, un petit âne, dans le jardin, c'est trop bien. Mmh. Et après, on a aussi des tortues. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je les oublie souvent, mais on a des tortues, d'Hermann qui seront aussi très contentes d'avoir leur jardin. Mmh. OK. Donc tu as déjà une idée assez précise des animaux que tu as envie de pouvoir adopter. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui fait que tu as parlé de sauvetage et que ça semble être, important pour toi, de pouvoir, peut-être un jour, ou peut-être que tu l'as déjà fait d'ailleurs, faire ça, de sauver un animal en lui offrant un foyer, stable? En fait, dans le milieu vétérinaire et mon conjoint est aussi vétérinaire, je trouve qu'on est quand même souvent aussi, témoin d'abandon ou de maltraitance et Mmh. quand on en a l'opportunité, je trouve ça trop bien de pouvoir, donner une seconde chance à ces animaux. Alors on peut pas tous les garder, mais rien que de pouvoir, voilà, faire, famille d'accueil temporaire ou des choses comme ça, enfin moi personnellement, c'est ce que j'adore faire. Vu que j'ai du temps à donner, bah, j'aime bien donner mon temps pour les animaux qui en ont besoin Mmh. comme ça. Comment tu as découvert, que tu pouvais, être famille d'accueil, pour des chatons et accompagner des tout petits chatons, à survivre et puis à du coup ensuite trouver une autre famille pour la vie quoi? Alors ça, c'était par le biais d'une discussion avec une amie, Mmh. qui m'a parlé d'une femme qui, sauvait des centaines de chatons, voire des milliers maintenant aux États-Unis, qui s'appelle OK. Kitten Lady. Alors je sais pas si vous la connaîtrez, mais c'est une femme incroyable, en tout cas très inspirante, qui m'inspire beaucoup et elle a réussi avec, ses collègues à créer, une fondation, Mmh. que pour sauver les chatons orphelins et même maintenant aux États-Unis, il y a même une nursery qui est spécialisée dans le sauvetage de chatons orphelins. Donc voilà, ça m'a donné déjà, l'idée Mmh. de, tester aussi et donc OK. je l'ai fait une fois et j'ai commencé il y a 3 ans et j'ai accueilli mes premiers chatons donc enfin j'ai adhéré à une association, nantaise, qui fait du sauvetage de chats et qui, passe par des familles d'accueil
Et je leur ai dit, bah voilà, moi je veux que les bébés parce que j'ai du temps, je peux me lever la nuit, je peux biberonner. Et en fait, ça m'a fait renouer aussi un petit peu avec ce côté technique que j'aimais bien. Et puis je me suis dit aussi que, ben là, ils ont plus rien à perdre ces pauvres chatons, donc je vais faire de mon mieux, je vais les sauver et on va essayer. Et bon, ça reste des animaux très fragiles, donc j'ai déjà eu des pertes, mais bah, je sais que je fais de mon mieux et que ils sont mieux chez moi que dehors tout seuls, quoi. Donc ça m'est venu un peu sur un coup de tête et en fait j'ai adoré faire ça et du coup tous les ans je le refais. Et en fait, ça me permet aussi de partager toutes leurs histoires et ça fédère vraiment beaucoup. Génial. T'en as accueilli combien depuis que tu fais ça? J'aurais pas le compte exact. Il faut que je recompte ça dans ma tête. Je pense que la première Ouais, ça année, peut être à la si, louche. la première année, il y en a eu 5. Donc j'ai eu une portée de 3, une portée de 2. La suivante, j'ai eu aussi 2 portées. Il y avait une portée de 5 et j'en ai perdu 2. Donc il en restait 3 sauvés et 5 autres après, en deuxième partie d'année. Donc là, ça faisait 8. Et cette année, j'ai eu une portée de 5 aussi. OK. Donc ça a fait 18 en 3 ans. C'est pas non plus énorme, hein, mais c'est juste que je fais avec le temps dont je dispose. Et voilà. Et j'en ai gardé 1 sur 18. Bon. C'est important de le souligner. Belle, c'est celui que tu as adopté en Oui. août? Oui. OK. Belle maîtrise parce que c'est quand même un des trucs les plus mignons sur terre, les chatons. Donc réussir à les laisser repartir, c'est pas forcément facile. Ouais. Bon, on parle entre personnes qui adorent les chats, donc il y a des gens qui seront pas d'accord, mais entre nous, on peut se dire ça. Tu as dit à plusieurs reprises que tu avais pas mal de temps. Je veux bien que tu nous décrives peut-être en quelques mots aujourd'hui à quoi ressemble ta vie. Qu'est-ce qui fait que tu as autant de temps et qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas du temps libre? Oui. Donc c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais après l'anesthésie, donc j'ai fait 1 an et demi en clinique féline et après j'ai arrêté. J'ai arrêté pour me lancer en tant qu'entrepreneur. Et donc maintenant, je suis quasiment 100% à la maison. Donc c'est pas que j'ai du temps, mais c'est que je prends le temps de faire ça et en tout cas, j'organise mes journées autour du sauvetage des chatons quand j'en ai. Donc c'est surtout que je suis flexible et OK. que je peux gérer absolument toutes mes tâches en fonction de ça. OK. Mais c'est vrai que dans ces périodes-là, je suis quand même super fatiguée. Ah bah oui, parce que le biberonnage, comme tu l'as dit, hein, c'est la Ouais, nuit et puis si tu en as ouais. 5, ça te prend combien de biberonner 5 chatons? Ça prend combien de temps? Alors, pour en avoir discuté avec d'autres biberonneuses qui sont bien meilleures que moi, elles mettent moins de temps, mais moi je mets à peu près une demi-heure à nourrir les 5. Et donc, OK. quand ils sont vraiment nouveau-nés et qu'il faut les nourrir toutes les 2 heures, ça fait beaucoup de temps passé. Ça fait pas beaucoup de Ouais. sommeil. Ouais. Mais OK. chaque Donc tu dis que semaine la fréquence diminue en fait dans les biberons, donc oui, ça se calme vite quand même. oui, c'est hardcore au tout début et puis Oui, après ça devient plus facile. Donc tu dis que tu organises le temps que tu as en tant qu'entrepreneuse autour du sauvetage des chatons quand il y en a. Donc si j'ai bien compris, il y a 2 périodes dans l'année où ça peut se produire le plus souvent. oui, Et on n'a pas encore parlé vraiment dans le détail de ce que tu fais, mais on reviendra après sur ton expérience en clinique, OK. mais je voudrais bien qu'on parle de ce que tu fais aujourd'hui. En tant qu'entrepreneuse, qu'est-ce que tu as eu envie de lancer comme projet et qu'est-ce que tu fais Oui. aujourd'hui? J'ai beaucoup cherché à me trouver une passion parce que j'avais l'impression de plus rien aimer d'autre que veto. Et en fait, je me suis mise au crochet. Voilà, je te raconte cette histoire pour ça. Je me suis mise au crochet et j'ai bien aimé ça et je me suis demandé: «Mais qu'est-ce que je pourrais fabriquer de sympa pour mes chats?»
Et donc, j'ai commencé à leur fabriquer des paniers qui dorment dedans. Et de là, en est venue l'idée de créer une boutique où je pourrais faire profiter d'autres chats de ces paniers. Et donc, je me suis dit, vas-y, d'abord, je vais lancer une boutique et puis après, on verra comment ça prend et tout ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais à la fois, me lancer comme ça dans l'entrepreneuriat, moi qui n'y connaissais rien, je me suis dit, bon, je vais quand même, avec mes sous de côté, me former pour avoir les bases et partir sur quelque chose qui tienne la route, quoi. Donc, j'ai aussi suivi une formation, on va dire business, voilà, pour avoir tous les tenants et aboutissants d'une entreprise, de la gestion d'une entreprise. Et il y a tout un aspect, enfin en tout cas dans cette formation-là, il y avait tout un aspect communication qui entrait en jeu et création de contenu. Et oui. Et il s'avère qu'à ce moment-là aussi, histoire de mettre toutes mes chances de mon côté, j'avais une coach. J'ai été coachée aussi, toujours d'un point de vue business, mais du coup beaucoup plus individualisé, pour faire le tour de tout ce que je pourrais faire et puis lancer certains sujets, approfondir, etc. Et donc, il s'avère qu'il en est ressorti que j'avais des choses à partager, tout ce bagage, toutes ces connaissances et toute cette passion pour les chats. En fait, il s'avère que je pouvais les partager et de façon peut-être plus efficace que en one-to-one en consultation, plutôt sur Internet. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire mes premières publications sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et finalement, la boutique, c'est toujours là. Je fais plus de paniers maintenant, je fais que des jouets pour les chats. Et ça restait annexe par rapport à la création de contenu qui est vraiment devenue mon activité principale. On disait dans la préparation de l'interview que tu as commencé en début 2022 à faire des contenus en ligne. Comment est-ce que ta ligne éditoriale, si je peux le dire comme ça, a évolué sur les contenus que tu produis depuis la création de cette chaîne Instagram? Alors au début, c'est vrai que j'avais tendance à vouloir faire des contenus hyper complets. Je voulais tout dire dans un seul post, de peur de manquer une info. Aujourd'hui, ce que j'en garde, c'est que tous ces contenus-là que j'ai créés, c'est quand même des informations qui sont valables, donc ça me sert toujours et je peux les réutiliser. Mais c'est vrai que ce qui a changé, c'est que j'arrive un peu mieux, même si j'aime bien faire des trucs complets toujours, à aérer ces contenus, à les rendre plus digestes. Et sinon, ça a pas trop changé, hein. C'est-à-dire qu'au tout début, je faisais déjà des carousels. Tu vois ce que c'est ou pas? Des posts avec plusieurs pages. Ouais. Et ça, je les ai gardés depuis le début. Et finalement, c'est le genre de publication qui marche le mieux sur mon compte, plus que les vidéos. Mais je fais les deux. Je fais aussi des vidéos sur mes chats, sur les sujets de prévention, sur des maladies, plein de choses. Ouais, t'as des sujets en particulier que tu choisis d'aborder? Ouais, je fais attention aux saisons. Par exemple, vu que j'ai mes chatons, souvent je parle de stérilisation, de choses comme ça au printemps. Enfin Oui. voilà, c'est des sujets comme ça qui sont susceptibles de revenir. Mais en fait, je manque jamais d'idées. C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'idées là en suspens. Ce qui me manque surtout, c'est le temps de tout créer. Parmi tous les posts que tu as déjà faits et toutes ces idées qui sont déjà sorties et que tu as déjà présentées au grand public, c'est quoi les posts qui ont le mieux fonctionné? Alors, les posts qui ont le mieux fonctionné, perso, je trouve que c'est quand, et c'est un peu bizarre à dire, mais quand tu crées un peu de peur
chez la personne, ben ça va la forcer à regarder. Et ça et je trouve ça un peu malsain à la fois. Mais Mmh. typiquement, un post qui a fait 1 million de vues, ça a été au début la réanimation cardio-pulmonaire du chat. Et OK. et à la fois, bah après moi j'essaye de toujours tourner mes contenus pour que ça aide. J'essaye de pas être culpabilisante parce que pour moi c'est pas du tout ce que je veux proposer. Je veux être dans l'aide. Donc c'était très pédagogique, mais à la fois en 1 minute, c'est dur d'apprendre à réanimer un chat. Et à la fois aussi, c'est un peu utopique de penser qu'on puisse vraiment sauver son animal à la maison, alors que même en clinique avec toutes les molécules, tous les médicaments à disposition, l'oxygène et tout ça, c'est déjà très difficile de réanimer un animal. Donc Mmh. ce contenu-là, à la fois je le trouve pertinent parce qu'il va aider les gens à peut-être reconnaître que l'animal est inconscient et leur donner les premiers gestes qui peuvent sauver. Parce que franchement, j'ai eu des témoignages de personnes qui avaient réussi à sauver leur chat. Après, on ne sait pas si c'était une syncope ou autre chose qu'un arrêt, mais quand même, ça donne quelques idées, quelques réflexes. Et à la fois, ben, je me dis, est-ce que je leur donne pas une fausse idée, ou est-ce que je leur crée pas une peur en plus dans leur tête à leur montrer ça? Enfin voilà, c'est un peu à double tranchant. Un autre contenu qui a bien marché, et en fait c'est vraiment quand j'arrive à me mettre à la place de 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 quelqu'un qui a un chat, tu vois? Et c'est pas toujours facile, mais j'avais fait une vidéo sur comment mettre son chat dans sa caisse de transport quand on n'a pas le temps. Après, je parle beaucoup de training, de medical training et tout ça, mais bon, le jour où t'as pas le temps, ce qui arrive souvent, et qu'il faut le mettre dans sa boîte, comment tu fais? Et donc, j'avais donné plein de petites techniques comme ça. Et, ben, toujours pareil, sur les réseaux, c'est les quelques premières secondes qui font l'accroche. Et là, on avait mis, parce que je travaille avec une monteuse et un monteur pour les vidéos, parce que je déteste le montage. Et donc là, ma monteuse avait mis, pour illustrer ces premières secondes, en l'occurrence un veto qui tient le chat par la peau du cou, tu sais, avec la caisse de transport à la verticale et tout, et hop, qui le met dedans comme ça. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout une pratique que je fais, que je recommande ou quoi. Et donc je commençais en mode, bah, au lieu de faire ça, voici d'autres solutions. OK, trop bien. Et ça avait très très bien marché aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire du contenu éducatif? Parce que j'imagine que au-delà du kiff que tu as à faire du contenu et de toutes les idées qui te traversent, il y a quelque chose, enfin, il me semble, hein, que tu m'as parlé pendant la préparation de l'interview du sens que ça avait pour toi, et je veux bien que tu nous en dises un peu plus là. Oui, en fait, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui marche le mieux sur les réseaux ou internet, parce que l'éducatif, c'est dur de le rendre divertissant, même s'il y en a qui sont très, très bons à Mmh. faire ça. Mais c'est vrai que moi, je me voyais pas faire autre chose que de l'éducatif, parce que de base, je me trouve pas super drôle. OK. Mais que du coup ça a une vraie importance pour moi dans le fait de transmettre, tu vois, de savoir qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour le bien-être des chats, pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils puissent vivre plus longtemps. Bah, je me sens, enfin, je veux pas le garder pour moi, je me sens dans l'obligation de partager ça. Je trouve ça tellement important, enfin voilà, donner les clés à tout le monde en fait de faire mieux que ce qu'on a fait avant. Et moi, la première, j'apprends tellement, même encore aujourd'hui. Enfin, je suis loin de tout savoir et je suis loin de tout faire bien. Mais voilà, juste de savoir où on en était avant, et se questionner sur comment s'améliorer avec son chat dans nos relations avec nos animaux. Je trouve ça trop bien, et c'est pour ça que moi, je veux attirer
des gens curieux comme ça, quoi, qui sont prêts aussi à entendre que peut-être à un moment ils ont pas fait les choses de façon optimale, mais que ils peuvent commencer aujourd'hui à tenter un petit truc et puis voir ce que ça a fait et continuer là-dessus, quoi. Ça, Trop bien. j'adore. Et ça me fait penser à une question que je me suis posée en préparant cette interview avec toi. Parce que tu dis, moi, j'ai envie de transmettre sur les réseaux sociaux, en étant consciente que je suis moi-même encore en train d'apprendre des trucs, puisqu'il y a des Ouais. sujets sur lesquels, en fait, on apprend toute notre vie. Et j'ai fait le lien avec le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice, ou le syndrome d'imposture, on peut l'appeler comme on veut. Et je me suis dit, tiens, est-ce que Élise, elle a déjà vécu ce syndrome-là? Est-ce qu'elle a déjà eu des énormes doutes? Enfin, voilà, je veux bien que tu nous dises un peu, parce que pour moi, c'est pas forcément évident de se sentir à l'aise à transmettre, alors même qu'on est conscient de ses limites. On peut se raconter plein de trucs, ça fait partie des choses que vivent les personnes qui sont dans la sensation d'imposture. Je veux bien que tu partages ton expérience, et s'il y en a pas eu, tant mieux, et tu peux partager ça, tu vois? Oh! Oh si, mais je pense que je le vis encore, hein. Enfin, Mmh. le syndrome de l'imposteur, il a plusieurs formes. Je l'avais beaucoup, enfin, c'était plutôt, peu de confiance en moi quand j'étais, en clinique. Mais, OK. là, ce que je trouve, enfin, en tout cas, ce qui m'aide en créant des contenus, c'est que je peux prendre le temps de les écrire, que je peux prendre le temps de Ouais. faire mes recherches et du coup, en fait, j'apprends de ces recherches et parfois, enfin, des fois, je déconstruis moi-même mes idées reçues en lisant, en Mmh. faisant ma biblio, genre: «Ah bon, c'était ça?» Et du coup, je me dis: «Ah mais faut que je le partage aussi». Enfin voilà, c'est pas j'ai pas du tout le boulard, quand quand je fais mes contenus, c'est vraiment que je préfère partager, les choses que j'apprends et je me mets pas dans la posture de je sais tout. Ouais. Mais, au moins, enfin, ça me permet aussi de partager mes sources, et cetera. Enfin voilà, c'est pas c'est et encore, et si, il y a des sujets, que je ne traite pas, hein. Par Ouais. exemple, pour moi, la nutrition sur internet, c'est aujourd'hui un sujet, qui fait polémique et heu et sur lequel je ne m'aventure pas, malheureusement, parce qu'il faudrait lutter contre toute la désinformation, mais perso, je me sens pas de le faire parce que, par exemple, c'est si tu fais un sujet, sur la nutrition, tu te fais incendier, dans les commentaires, quoi. Et par exemple, j'ai pas les épaules pour ça, pas l'envie de voir, toute cette haine-là. Donc il y a d'autres créateurs de contenu qui le font Oui. grand respect à elles d'ailleurs. C'est des créatrices en tout cas que je suis sur la Mmh. nutrition, vétérinaire, mais ouais, sur ce sujet-là, par exemple, je suis pas du tout, en confiance, quoi. Ouais. Et je suis capable de Ben, totalement me remettre en question juste parce qu'on me fait, des remarques en commentaire, tu vois? oui, c'est un sujet, comme tu dis, au-delà de ton expertise, et de ta compétence, parce que tu pourrais te former et dire: «C'est bon, j'en sais assez». Oui, Tu es consciente que c'est un sujet qui déchaîne les passions, et tu dis: «J'ai pas envie de vivre un shitstorm. J'ai pas ouais. envie. Voilà, donc je vais pas faire ça». En tout cas, je me dis que du coup, que je ne suis pas assez formée pour subir, ça, tu vois? Ah, tu crois qu'il y a des formations Non, non, pour non, bien sur le traverser? domaine. Non, OK, d'accord, sur la Genre, nutrition. voilà. Voilà, là, tu vois, je me dis: «Tant que je serai pas la big boss de la nutrition, j'arriverai pas à me lancer à parler là-dessus», tu vois? OK, OK, ouais, je comprends, et je comprends, et en plus, quand tu sais que c'est des sujets touchy, où il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues et les gens sont persuadés de ce qu'ils racontent Ouais, alors qu'ils ont pas fait d'études, ouais, je comprends que ce soit pas très tentant. voilà. Tu parlais juste avant du fait que tu as vécu le syndrome d'imposture, en clinique. Je veux bien qu'on Mmh. revienne un peu sur cette expérience. Donc 1 an et demi en clinique féline, et puis après tu as arrêté la pratique. Je veux Ouais. bien que tu parles de ça, ce qui s'est passé, et puis comment tu en es venue à arrêter? Ouais, donc c'était, donc juste après le DE d'anesthésie, donc je repars en clinique et c'est vrai que du coup, ça faisait un petit moment que j'avais pas trop fait, de médecine générale. Donc Mmh. forcément,
pas mal d'appréhension, d'une part de jeunes vétos et d'autre part que ça commence à un peu dater les dernières consultations que j'avais pu faire à l'école. Mais après, tu vois, j'ai été très bien entourée à la clinique. Enfin, j'avais une super équipe et un patron aussi très à l'écoute. Donc, c'est-à-dire que j'avais souvent des entretiens avec lui pour savoir comment j'avançais, quels étaient mes besoins et tout. Mais c'est vrai que on me disait tout le temps, mais tu vas voir, il faut un peu de temps pour s'adapter, pour s'habituer, même pour le côté relationnel avec les clients, les adoptants, les propriétaires, peu importe le mot. Mais voilà, c'est quelque chose avec. Enfin, moi, je me suis jamais sentie à l'aise, même au bout d'un an. Et donc, au fur et à mesure de ces entretiens, lui m'a dit, Élise, je te sens toujours pas complètement à l'aise, épanouie, tout ça. Et il en est venu une discussion en mode qu'est-ce que je vais faire? Moi au début je partais pour encore plus baisser mon temps de travail. Enfin, j'étais déjà passée aux 4 jours semaine après avoir fait je crois 6 ou 8 mois à temps plein forfait jour quoi. Et diminuer aux 4 jours, ça n'avait pas suffi. Enfin, moi, personnellement, je me sentais très, très fatiguée, oui, épuisée, on peut le dire, par ces journées très longues et je pense très fatigantes pour moi parce que voir autant de gens dans la journée et tenir des conversations différentes avec 16 personnes différentes dans une journée, c'était pas évident pour moi. Et aussi, ça m'a permis de mieux me connaître, en fait. Cette année-là, j'ai fait une très grosse introspection sur pourquoi je me sentais comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un d'introverti et que ça me fatiguait beaucoup, rien que de parler aux gens. C'est voilà. Donc Une des caractéristiques de l'introversion, pour celles et ceux qui connaissent pas, dans ce que j'en ai compris qui est extrêmement basique, c'est que les personnes introverties, elles se ressourcent majoritairement dans la solitude. Et donc l'interaction peut être épuisante. Et ça, une personne qui est extravertie, elle comprend pas. oui. Moi, je suis plutôt team extravertie et du coup, j'ai un peu du mal à saisir le concept. Mais quand j'ai compris ça, je me suis dit ah mais d'accord, en fait, il y a des gens, c'est pas qu'ils aiment pas les gens, c'est que souvent, dans la majorité des interactions, ça leur coûte de l'énergie. Là où moi, en fait, une personne que j'aime, je peux rester jusqu'à 4 heures du matin réveillée à lui parler et ça me maintient. Les introvertis peuvent faire ça aussi, mais c'est plus rare. C'est moins systématique, quoi. Oui. Voilà. Ça dépend de la personne. Mais c'est exactement ça. Et le pire, c'est que tu as dit une phrase que j'ai moi-même dite. Au bout d'un moment, j'ai cru que je n'aimais pas les gens. Et j'avais dit ça à mon patron, ça lui avait fait peur. Et en fait, non, il s'avère que je suis quelqu'un de normal dans les relations sociales. Je suis sympathique et tout. Même les gens que j'avais en consultation, ils étaient très contents. Et c'est vrai que moi, à la fin, mais je n'en pouvais plus. Ouais. C'était trop. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ce constat que, en fait, avec le fonctionnement que tu as et le niveau d'intensité de ce fonctionnement, qu'en fait, c'est pas, tu ne tires pas suffisamment de satisfaction et d'énergie de ce que tu fais pour que l'épuisement ressenti en vaille la peine. C'est vraiment ça qui a fait que tu as décidé d'arrêter ou il y a eu d'autres facteurs? Ça a beaucoup joué parce que, tu vois, du coup, je comparais à l'anesthésie où je faisais des journées beaucoup plus longues, mais où je voyais pas grand monde à part mon équipe et les autres étudiants et les autres cliniciens. Voilà, je restais dans mon bloc opératoire. En fait, ça n'avait rien à voir. En plus,
en clinique généraliste, je faisais moins de techniques, j'étais moins derrière. Ouais. Puis j'avoue que la chirurgie, c'est pas non plus mon truc. Alors c'est vrai que là, on a l'impression que j'aime rien faire, mais mais l'anesthésie, c'est trop niche en fait. Oui, tu as des intérêts très spécifiques Ouais. et Et tu as une capacité. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, il y a eu de l'introspection, c'est que tu as pu, voir que tu as une capacité de travail. Tu as ouais, une grande capacité à développer de l'énergie, enfin à déployer de l'énergie et à bosser et tout et qu'en fait, si tu n'y arrives pas en clinique, c'est qu'il y a dans ce que ça t'apporte par rapport à ce que ça te coûte, il y a un déséquilibre, en fait et je trouve ouais. ça chouette de t'en rendre compte et de trouver derrière, un autre, métier dans lequel, tu vas pouvoir, prendre soin de ton énergie et de ta spécificité dans, tes attraits et ton fonctionnement, quoi. Enfin, c'est génial que tu aies réussi à faire ça. Ouais, je suis contente. Je suis vraiment contente. Après, Ben, ouais. c'est vrai que, enfin, moi, j'adore être toute seule. C'est vrai que le confinement, c'était trop bien pour moi. Et du coup, voilà. Tous les jours. Du coup, là, en bossant de chez moi, je le vis très très bien, hein, faut se le dire. Mmh. Mais le plus dur, c'est de garder une certaine discipline avec avec ce que tu as à faire, parce que c'est juste toi qui te dis ah ben aujourd'hui il faut que je fasse ça. Mais si je le fais pas, ça change pas grand chose. Donc voilà, Ah, faut bienvenue. Bah, si un jour tu as une astuce parfaite, je suis preneuse, hein, puisque ça fait partie de mes gros challenges aussi. ouais, ben prendre du repos, c'est une bonne astuce. Ouais, ouais, je comprends. Je vois de Là, quoi tu parles. c'est dur de couper et c'est vrai que là toute l'année, j'ai pris aucune vacances parce que on prévoit un gros voyage en octobre et là je le ressens là. La rentrée, tout le monde est à bloc et tout. Moi je suis j'ai l'énergie dans les chaussettes là. Vivement le repos. Mais ouais, j'aurais dû finalement, enfin maintenant je sais que pour l'année prochaine, il faut que je me pose des blocs de vacances un peu plus équilibrés. Et puis pour tout le côté créatif, c'est aussi primordial de se reposer en fait, sinon on n'a pas les bonnes idées quand on n'est pas reposé. Ouais, c'est plus compliqué, hein, d'être très créative et pertinente, effectivement. Hem, J'aimerais bien, qu'on parle Mmh. de, comment ça fonctionne, les revenus quand on fait du contenu éducatif sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce contenu-là qui t'apporte la majorité de ta rémunération et je pense qu'il y a plein de gens, et moi la première, qui savent pas vraiment comment ça fonctionne. Comment tu trouves un sponsor? C'est quoi un sponsor? Comment ils te donnent des sous? Qu'est-ce que tu fais en échange? Je veux bien que tu racontes un peu ça pour qu'on puisse comprendre ce que c'est en fait ta réalité, terrain quotidienne, quoi. En fait, ça fait partie des métiers de l'influence, et Mmh. donc aujourd'hui, il y a des influenceurs, animaliers et il y a aussi, des agences de communication, des agences d'influence qui se sont spécialisées dans le milieu animalier. Donc il y a plein de métiers autour de ça, déjà. OK. Et donc moi, au début, c'est des marques qui m'ont contactée et aussi, des agences qui gèrent eux-mêmes des marques. Et donc en fait, ils te proposent, des partenariats. Donc souvent, c'est créer un contenu qui va mettre en avant, un produit et dans ce que moi je préfère, c'est carrément d'avoir une vidéo sponsorisée qu'on peut partager avec la marque, par exemple, tu sais, on peut mettre que la vidéo, elle se publie, sur les 2 comptes en même temps, par exemple. Mais moi, ce que je préfère, c'est quand c'est, vraiment, une info que je vais donner ou un petit conseil purement éducatif. Ça, c'est ce que je préfère. Mais évidemment, faut penser quand même au fait que, on a une marque derrière qui, va nous payer pour ça, pour lui faire une certaine, pour lui donner une certaine visibilité et qu'il faut aussi penser aux retombées que ça va avoir pour elle. Donc, en fait, au début, c'est les marques qui me contactaient et du coup, après, on choisit de dire oui ou non en fonction des valeurs, qu'on partage, de l'éthique, Mmh. qu'on a avec cette marque. Et il s'avère que j'ai été aussi contactée par une agence d'influence, spécialisée
pour les animaux. Et il m'apporte aussi pas mal de contrats et de collaboration. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, en termes de rémunération, on est rémunéré surtout par rapport au nombre d'abonnés qu'on a, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'en fait, je trouve que c'est pas trop ce qui compte normalement sur les réseaux, c'est plutôt l'engagement. Enfin, c'est-à-dire le fait que Oui. les gens vont voir tes contenus et vont interagir avec. Et Ouais. donc tu peux avoir un très gros compte avec des centaines de milliers de followers, mais un engagement dans les chaussettes. Et pourtant, c'est grâce à ces abonnés que tu pourras demander un tarif plus élevé. Mmh. Alors que moi, je préférerais que ce soit sur l'engagement de ma communauté et aussi sur le fait enfin voilà, sur mon côté légitimité et vétérinaire et scientifique. Enfin, donc Ouais. je jongle un peu avec tout ça et aujourd'hui je peux même aller moi-même chercher mes partenariats avec les marques en qui j'ai le plus confiance ou avec qui enfin les marques que j'utilise au quotidien ou voilà, ou que j'ai déjà utilisé en tant que veto, enfin c'est des choses comme ça. Maintenant les laboratoires s'y mettent Mmh. aussi. Il y a des marques qui t'ont proposé des partenariats auxquels tu as dit non sans les nommer. Est-ce que ça t'est arrivé? Ah oui, oui, mais ça arrive très souvent. OK. Et qu'est-ce qui éthiquement ou enfin, tu vois, c'est qu'est-ce qui fait que tu dis non en général? Alors pour tout ce qui est pet food, heu, toutes les marques d'internet qui sont pas vétérinaires, bah je vais dire non. Parce OK. que moi mon éthique c'est de mettre en avant les marques qui ont une vraie qualité et des vraies bases scientifiques et qui font pour moi le meilleur boulot sur la nutrition. Ouais. Et après dans ce que je refuse, c'est aussi des produits que j'utiliserai pas du tout. Enfin voilà, moi je veux quand même que ça puisse me servir ou que ça me serve déjà Ouais. et enfin voilà, je veux être convaincue par la chose. Ouais. Si j'y vois aucun intérêt, je vais pas aller là-dessus. OK. Ouais, c'est très cohérent en fait. Genre, je vais accepter de mettre en avant quelque chose qui me semble, en alliance avec, mes valeurs scientifiques et en alliance avec, mes besoins et ce que je cherche en termes de qualité en tant que propriétaire de chat, quoi. C'est ça. OK, trop cool. Hem, il y a un sujet que j'ai annoncé à nos auditeurs et auditrices qu'on n'a pas encore abordé, donc on va faire on va passer du coq à l'âne, puisque je voudrais qu'on parle puzzle rapide. J'avoue que ça m'a interpellée quand on a parlé parce que je suis moi-même assez friande de puzzles et quand je m'y mets, ben, je suis un peu, plongée et plus trop connectée au reste du monde. C'est quoi le puzzle rapide et comment t'en es arrivée à le pratiquer et tu le pratiques à dans quelle mesure? De quelle manière peut-être? Déjà, je voulais dire du coup, n'hésite pas à rejoindre notre équipe, Colline. Non, en fait, Mais vous êtes à ça c'est Nantes et moi je suis à Chambéry, c'est un peu loin quand même pour faire du puzzle ensemble. ouais, on fait même ça en Vendée. En fait, c'est, alors d'où ça nous est venu? Ça, c'est une histoire, de famille, hein, plutôt. OK. À la base, on n'était pas, plus puzzle que ça, mais en fait, l'année dernière, il s'avère qu'on a découvert le puzzle rapide par le biais d'une compétition qui se faisait près de chez mon frère qui habite dans le 49, dans le Maine-et-Loire, donc près d'Angers. OK. Et en fait, ils sont allés voir pour rigoler en mars de l'année précédente la compétition. Donc c'est 24 heures de puzzle en équipe sans s'arrêter. Ah waouh! Donc ils sont allés voir, ils nous envoient les petites photos et tout. «Ah, ça a l'air sympa et tout». Et là, ma sœur se met en tête qu'on allait y participer en 2025. Donc à un repas de famille, on se dit ça. Ma sœur nous inscrit en mode: «Bon, ben, on n'a pas le choix».
Et de là est parti tout le délire de s'entraîner à faire des puzzles en se chronométrant. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque repas de famille du dimanche, on se sortait un puzzle et puis on s'amusait à le faire 2, 3 ou 4 en se chronométrant toujours. Et on s'est mis à faire ça aussi tout seul à la maison en vue de participer à ces 24 heures puzzle en mars. Et donc, on a fait ça. En tout, on était une équipe de 6. Donc, il y avait ma sœur, ma belle-sœur, mon conjoint, son frère et une amie. Ok. Et en gros, les règles du jeu, c'est d'être 4 maximum à table à faire du puzzle. Et puis après, on peut faire des rotations sur les 24 heures. Et donc, en tout, on a fait plutôt chacun 15 heures de puzzle sur les 24. Et c'était incroyable. C'était génial. Qu'est-ce qui était génial pour toi dans cette expérience? Bah, déjà, toute la phase de préparation, j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, pouvait se retrouver en famille, à faire quelque chose de rigolo ensemble. Et le fait de terminer un puzzle, mais vraiment d'une traite, je sais pas pourquoi, mais moi, ça me procure une énorme motivation. Donc, quand je lance un puzzle, maintenant, je préfère le terminer plutôt qu'il ne traîne sur la table pendant 3 semaines. Et donc, il en est sorti de ça qu'avec ma sœur, on avait envie de continuer et parce que ben voilà, ça nous permettait aussi de nous retrouver et de discuter, de partager quelque chose de commun en famille. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et donc, on a créé cet été notre association de puzzle rapide. Et donc, donc ça se passe à Soulan en Vendée. C'est une toute petite commune. Et on a nos entraînements maintenant tous les mercredis. On a fait notre premier entraînement la semaine dernière et il y avait déjà quelques personnes qui sont venues. Et voilà, nous recrutons activement dans le but de refaire ces 24 heures puzzle. Mais tu sais qu'il y a même des championnats du monde. Hein. Là, en ce moment, c'est des championnats du monde. C'est tous les ans en Espagne. Ok. Et c'est des fous. Ils sont trop forts. Donc voilà, objectif aussi, faire les championnats du monde 2026. Trop fort, non, mais j'adore. Ça a pris un peu d'ampleur assez rapidement quand même. Ouais. Juste pour un petit peu de concret, parce que moi qui aime faire des puzzles, j'ai envie de pouvoir un petit peu me projeter. À 4, en 24 heures, vous faites un puzzle de combien de pièces? On a fait 6,75 puzzles, mais sachant que c'était des puzzles entre 1000 et 2000 pièces. Ah la Donc en fait, on a posé, je crois, 8200 et quelques pièces. Sachant que les meilleurs, c'était une équipe internationale. Il y avait vraiment la championne d'Europe. C'était un truc de fou. Et ils ont fait 18 puzzles. Ah Donc eux, ils sont à 45 minutes le 1000 pièces. Non. Si. Ah Nous, ouais. on est plus à 3 heures, 4 heures le 1000 pièces. Enfin, ça dépend. À 4 en plus. Ouais, à 4. Donc peut-être toi, un quand peu moins. J'ai plus trop en tête. Peut-être trop. Ah, je sais plus. Attends, si, peut-être 3h30 notre meilleure 1000 pièces. Mais du coup, quand tu dis que aujourd'hui, quand tu ouvres un puzzle pour t'entraîner toute seule, tu veux le finir, tu fais combien de pièces? Ben, des fois, ça me prend toute la journée. Un 1000 Ah oui, pièces, ok. ça peut faire 8-9 heures. Ok. Ouais, ça, c'est que tu te fais un petit, Oui, tu te fais oui. ton marathon, mais tu te fais ton marathon de puzzle, quoi. Ouais. Ah oui, moi, je Incroyable. suis loin d'être la championne du monde. Hein. Mais pas encore, Élise, pas encore. On ne sait pas ce que te réserve l'avenir. Non, je crois qu'il faut commencer assez jeune. Il y a des très jeunes qui sont déjà hyper forts. Ah ouais, ils développent des trucs de ouf. Ouais. Est-ce que il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou sur lequel tu trouves qu'on a peut-être été superficiel ou un peu vite, sur lequel tu voudrais revenir ou du coup un sujet nouveau qui te semblerait important qu'on aborde avant de terminer notre interview? Je sais pas. Ça te dirait pas de parler un peu plus de chatons? Si tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais dire en plus à propos des chatons? Non, bah c'est vrai en tout cas, moi, ce que j'aime bien aussi avec le fait de recueillir des chatons, c'est que
ces animaux-là, on les voit jamais en clinique. Enfin, et puis on n'a pas beaucoup appris à gérer des chatons de moins d'1 mois. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Ouais. mais du coup, je trouve que c'est aussi difficile de conseiller les gens qui trouvent des chatons ou qui font famille d'accueil biberonneur. Et en fait, il s'avère que les chatons, ils ont aussi plein de gros soucis, enfin en tout cas de soucis qui peuvent devenir très graves. Et du coup, là, c'est en tout cas un sujet en ce moment qui me passionne beaucoup. Et Ouais, à chaque fois la néonatologie, ça Ouais. fait vraiment partie de tes kiffs, ouais. Ouais, et c'est vrai que en fait, dès qu'il se passe un truc avec un chaton, je vais bouquiner directement, je note et tout. Et c'est vrai qu'à force, j'engrange pas mal d'expérience. Et ça me permet aussi une fois de plus de transmettre tout ce que je sais. J'avais fait une conférence à l'école Veto de Lyon là-dessus justement cette année. Trop bien. Et elle est sur YouTube si jamais. Et du coup, c'est quoi le titre? Sur YouTube, ma chaîne c'est Élise Catchette. Je saurais pas te dire le titre de la vidéo. Ah, c'est toi qui l'as mise sur YouTube. Oui, c'est comment s'occuper d'un chaton de la naissance au sevrage. C'est ça le titre. D'accord. Et en fait, je me suis mis à partager aussi cet été tout mon quotidien de biberonneuse avec les chatons. Et donc, je référence les problèmes que je rencontre et tout ça. Et je trouve ça aussi important de pouvoir le montrer. En fait, j'essaye de motiver les gens, c'est ça. Accueillir des chatons, c'est trop bien. Comment tu fais pour leur dire au revoir? Parce que tu as dit au revoir à 17. Il y en a au moins 2 qui sont décédés, mais je sais plus s'il y en a eu plus que ça, j'ai pas bien retenu. Ah si, c'est ça. Mais c'est surtout que t'en as 17 qui sont bien vivants et à qui t'as dit, bon ben, ciao les petits gars et les petites meufs, j'ai bien pris soin de vous et maintenant ayez une belle vie ailleurs. Comment tu fais pour réussir à vivre ça aujourd'hui? Ça, c'est vrai que c'est la question qu'on me pose le plus. Ok. Désolée, j'ai pas été très originale du coup. Ben non, mais c'est parce que tout le monde doit se la poser, je pense. C'est vrai que c'est pas facile, surtout les premières fois. Mais en fait, je me suis directement mis dans ma posture de je suis le passage entre la vie d'errance, la rue et leur future famille pour la vie. Et du coup, ce qui est entre guillemets pratique aussi avec les chatons, c'est qu'ils sont facilement adoptés. Et donc, on va pas les garder un an ou des mois, quoi. Ça dure 2-3 mois et c'est, on va dire, entre guillemets, facile de s'en détacher. Le jour du départ, c'est toujours difficile, mais en fait, ça va. Et aussi, entre 2 et 3 mois, les chatons sont vraiment insupportables. Donc, c'est aussi un soulagement quand la maison redevient calme. Même pour mes chats adultes. Ah ouais, c'est ça. Ah, ça c'est intéressant. Tu sais que ton choix d'accueillir des chatons, c'est pas forcément le leur et que d'une certaine manière, quand enfin les petits partent, ben tes adultes, ils ont un retour à la paix, quoi, à leur normalité. Ok. Trop bien. C'est aussi satisfaisant de les voir, de les voir comme ça, mieux vivre le départ des chatons. Je me dis bon, ça va les soulager eux surtout. Trop bien. Du coup, pour terminer cette interview, j'aimerais bien savoir s'il y a dans ta vie une citation, un proverbe, une maxime, une grande idée comme ça qui t'a particulièrement marqué ou qui t'accompagne aujourd'hui dans ta vie et que tu voudrais bien partager avec nous. Ouais, je pense au fait de, même si on a l'impression de plus avoir de passion ou de trop se laisser happer par son travail ou une routine, pas hésiter à se reconnecter avec, par exemple, les passions qu'on avait avant, quand on était plus jeune, quand on était tout petit, ou à tenter des trucs juste parce que ça paraît fun, parce qu'on peut vraiment découvrir des passions incroyables alors qu'on les soupçonnait pas du tout. Enfin, vraiment, le puzzle.
avant qu'on s'inscrive, je savais même pas que ça allait me plaire. Enfin voilà, le côté créatif, je l'avais totalement perdu pendant l'école, pendant les études ou au travail. Et finalement, comme je t'ai dit, je voulais être styliste, je dessinais beaucoup. Donc le côté créatif, en fait, il était toujours là et il est revenu. Voilà. Donc c'est juste quand on a l'impression de plus avoir envie de quoi que ce soit, se lancer dans une petite chose qui fait du bien, ça peut aider. Ok. Génial. Et ben, en tout cas, merci Élise pour ce mot de la fin. J'étais vraiment ravie de ce moment avec toi. J'étais trop contente de mieux te découvrir et puis je te souhaite le meilleur. Peut-être on peut juste terminer avec en épelant le nom de ta chaîne Instagram, parce que il me semble que tu disais que c'était comme ça que tu voulais que les gens te contactent en message sur Instagram. Donc je veux bien que tu épelles ta chaîne pour que ce soit plus facile pour les gens de te retrouver. Oui, c'est Élise, donc E-L-I-S-E, un tiret, le tiret du bas, et Catchette, C-A-T-C-H-E-2-T-E. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Élise Catchette, pour ce temps. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et je dis à toutes nos auditrices et nos auditeurs une très belle fin de journée ou de soirée. Merci Colline, à bientôt, au revoir à tous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.